moi, Lansine, je rentrerai en Côte d'Ivoire. Et je le dis aujourd'hui, sur votre plateau. Je sais que il y a des chances que je sois arrêté. Mais je préfère aller en prison que de laisser ce gouvernement-là manifester aux yeux de l'opinion nationale et de l'opinion internationale sa dictature. Et cher oncle, je sais que tu verras cette vidéo, mais je suis désolé. Nos intérêts personnels ne doivent pas être au-dessus des intérêts de la nation. Je ne vais jamais trahir mes convictions, trahir mes valeurs, trahir ma vision pour des raisons de chantage émotionnel ou pour des raisons, on va dire, non, jamais de la vie. Et de ce fait, je ne cède pas à ce chantage émotionnel parce que je ne suis pas une personne qu'on peut manipuler. Sortons, prenons les rues. Jeunesse de Côte d'Ivoire, sortons, prenons les rues. Entrepreneurs, commerçants, ménagères, moi-même je serai des vôtres. La diaspora doit se mobiliser, nous devons sortir, prendre les rues sans les armes et attendre, sortir les mains nues et attendre de voir leur réaction. Est-ce qu'ils comprendront enfin que la Côte d'Ivoire est fatiguée? En tout cas, ce message que tu es en train de lancer, c'est clair que ça aura beaucoup de rélan lorsque tu vas les lancer peut-être à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Et peut-être des jeunes se diront, voilà, enfin il est là. On espère que tu seras vraiment à l'aéroport puis lancer ce message. Mais je vous le dis, Vergès, le président Alassane Ouattara est en train de préparer une crise en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens vont lui montrer réellement qu'ils sont fatigués, tout simplement. Ce mardi 22 avril 2025, suite à une décision de justice, le nom du président du PDC RDA, Tidjane Thiam, a été radié de la liste électorale provisoire en Côte d'Ivoire, ce qui a provoqué une onde de choc dans la classe politique ivoirienne. C'est dans cette actualité brûlante que nous recevons Lansine Bon Coulibaly, président du mouvement citoyen Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle. Avec lui, nous allons décrypter l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Bonjour Lansine. Bonjour Vergès. Là, nous sommes en plein dans cette actualité, je l'ai dit tantôt dans l'introduction, brûlante. Ton commentaire sur la radiation de la liste électorale du nom de M. Tidjane Thiam, justement président du PDC RDA. Bon, je pense que personne n'est surpris. Je pense que le président Tidjane Thiam lui-même n'est pas surpris. Nous voyons que le président Alassane Ouattara est aujourd'hui réellement en train de préparer une crise, comme je l'avais dit, n'est-ce pas, dans une précédente sortie. Une crise qui risque, n'est-ce pas, d'enflammer la Côte d'Ivoire. Déjà, en ce qui concerne la nationalité de Tidjane Thiam, je pense que le débat, il était clos, tout simplement. Le gouvernement en place devait nous montrer, en réalité, le chemin, n'est-ce pas, le bon chemin. C'est-à-dire que ce renouvellement de classe politique dont nous parlons devrait, en fait, être, n'est-ce pas, orienté par le président Ouattara, qui, lui, est le président actuel de la Côte d'Ivoire. Je pense que le président Ouattara, aujourd'hui, on va dire, se rapproche de plus en plus du président du Cameroun, donc de Paul Biya. Nous sommes face à un dictateur, nous sommes face à une personne qui souhaite rester au pouvoir, mourir au pouvoir, tout simplement, de peur, n'est-ce pas, de se retrouver demain face à la CPI, tout simplement. C'est réellement ce que je pense. Je pense que ce n'est pas une décision de justice. Je pense que c'est une décision politique. Parce que Amadou Coulibaly, mon oncle, s'est retrouvé sur TV5 Monde la dernière fois. Et sur TV5, Amadou Coulibaly a dit que la Côte d'Ivoire, il a très clairement dit que la Côte d'Ivoire n'est pas encore un pays de droit, tout simplement. Et on le voit bien, combien de personnes aujourd'hui sont détenues au PPA, donc ex-MACA, ne sont pas encore jugées. Lorsqu'on parle de Ghislain, ce syndicaliste qui a été arrêté violemment à son domicile, qui a été conduit, donc traduit devant la justice, hein, et qui a été par la suite, on va dire, déféré à la maison d'arrêt de correction, le gouvernement dira c'est à la justice de trancher, tout simplement, c'est une affaire de justice, mais plusieurs personnes aujourd'hui sont détenues à la MACA, à la MACA, on va dire, ces personnes détenues à la MACA aujourd'hui sont en cabinet, n'ont pas été jugées, ce sont des prisonniers politiques, et aujourd'hui on dit que c'est la responsabilité de la justice. On sait tous que cette justice est instrumentalisée. Donc réellement, nous ne sommes pas surpris déjà du fait que le président Ouattara décide aujourd'hui de radier
Tidiane Thiam de la liste électorale. On a commencé avec le président Gbagbo Laurent qui n'est pas sur la liste électorale, le président Guillaume Soro qui n'est pas sur la liste électorale, Charles Blé Goudé qui n'est pas sur la liste électorale et maintenant Tidiane Thiam. C'est écarté en réalité plus de 50% de l'électorat. C'est ce qu'il fait en réalité. Et écarter plus de 50% de l'électorat, c'est révolter en réalité les populations qui, ceux-là, souhaitent voir leur candidat, n'est-ce pas, sur, on va dire, à la présidence. Et factuellement, le président Ouattara est en train de préparer une crise en Côte d'Ivoire. Il s'est fait à dessein, tout simplement. Nous ne sommes pas dans la jungle. Avant d'en arriver aux révoltes, si révolte il y en aura, tout de même, après cette, on va dire, cette décision de justice qui est tombée, ça reste tout de même une décision de justice, après chacun pourra l'interpréter comme il veut. Après cette décision de justice qui est tombée, justement, le président Tidiane Thiam a fait une prise de parole le même mardi en soirée, où il a dit « Je reste déterminé parce que pour moi c'est une décision injuste et j'irai jusqu'au bout ». Qu'est-ce que toi tu entends par ça? Je disais tout à l'heure que nous ne sommes pas dans la jungle. Lors du procès, l'avocat du président Tidiane Thiam a bien fourni des documents qui montraient, on va dire factuellement, qu'il est né français. On va dire, la présidente de la Cour a jugé que ces documents-là ne justifiaient rien, mais M. Vergès, nous sommes face à une décision politique, pas face à une décision de justice. Ça, c'est le premier point. En ce qui concerne le discours du président Tidiane Thiam, j'aime à le dire. Pour citer Emmanuel Macron, c'est à l'approche du combat que le samouraï acquiert la sérénité. Aujourd'hui, le président Tidiane Thiam n'est pas choqué, en réalité. Je pense qu'on l'a tous vu venir, on a tous vu ce dictateur qui est Alassane Ouattara, essayer d'écarter petit à petit ses adversaires. Parce que écarter Tidiane Thiam, c'est réellement écarter un adversaire de poids. Aujourd'hui, le président Ouattara ne prépare pas une élection. Oui, ça je l'entends. Il prépare seulement on va dire, une sorte de formalité. C'est véritablement, on va dire, un conseil de classe qui est en train de se préparer, etc. Le président Tidiane Thiam a dit... Donc, lorsque tu dis qu'il prépare juste une formalité, c'est-à-dire que selon toi, le président Alassane Ouattara sera réélu donc en octobre 2025? Non, on en vient. Je pense qu'on en vient. Là, vous allez vite en besogne. Mais voilà, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est le discours du président Tidiane Thiam. Il a clairement fait comprendre qu'il ne laissera pas tomber. Et ce qui veut dire que on donnera, n'est-ce pas, au président Ouattara ce qu'il veut qu'on lui donne, tout simplement. Et donc, je lance un message clairement ce qu'il veut qu'on lui donne, selon toi, ce sera quoi? Le président Ouattara est en train de préparer une crise en Côte d'Ivoire. Il sait très bien que, déjà, vu que nous sommes dans une matrice où la loi est appliquée à géométrie variable, le président Ouattara sait très bien qu'un quatrième mandat, parce qu'il est dit dans la Constitution, bien qu'elle ait été tripatouillée, modifiée, il est dit dans la Constitution qu'un président doit se limiter à 2 mandats. Il a fait en sorte qu'on parle de premier mandat de la Deuxième République, etc., etc. Et là, on est face à un 4e mandat. Le peuple en a marre. La population, la Côte d'Ivoire en a marre. Et de ce fait, pour éviter une confrontation, parce qu'il va clairement perdre s'il organise une élection inclusive, pour éviter une confrontation, il écarte ceux-là, en réalité, qui représentent un poids, pour mettre dans le cœur des Ivoiriens, mettre dans le cœur des militants de ces dirigeants ou encore de ces figures politiques emblématiques de la Côte d'Ivoire, un sentiment de colère, créer en réalité une sorte de révolution qui viendra, soyez sûr de cela. Aujourd'hui, le président Ouattara est réellement en train de préparer une crise, tout simplement. La Côte d'Ivoire aujourd'hui voit dans le jeu politique, on voit dans la scène politique, on voit ce qui est en train de se préparer et je peux vous assurer que les militants du président Tidiane Thiam ne se laisseront pas faire. Je pense que... Pour preuve, déjà, si je pense que l'opposition... Oui, allez-y. Si tu permets, le jeudi déjà, suite à cette décision qui est tombée le mardi 22 avril, le jeudi 24 avril, le PDCI appelle à un rassemblement dès 8 h. Tu penses que cela va prendre quelle allure, ce rassemblement? Je pense que nous sommes déjà en train de donner au président Ouattara ce qu'il veut, mais pas comme il le veut. Parce que, je l'ai dit, il prépare une crise. On a pour habitude de voir le président Ouattara. Déjà, avant même de parler de ce que le PDCI
RDA est en train de préparer, le président Ouattara me fait penser au président Gueye-Robert. Je veux dire, en 2000-2001, c'est le même procédé. Écarter l'opposition, exclure tout le monde. Et quand le président Gueye-Robert a agi de cette manière, qu'est-ce qu'il en est suivi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc pour toi, la Côte d'Ivoire retombe dans ces deux démons? On ne peut pas avoir, on va dire, faire la même erreur et s'attendre à un résultat différent. Et le président Ouattara étant très malin, parce que là, il fait preuve de malice, essaie réellement de préparer une crise. Donc, comme mais tu ne penses pas que les Ivoiriens sont assez matures aujourd'hui pour ne plus retomber dans le jeu des politiciens? Oui, mais est-ce qu'on est mature face à quelqu'un qui veut nous imposer une dictature? Est-ce qu'on se laisse faire quand on se rend compte qu'il s'agit encore de 5 années qu'on va confier à un monsieur qui veut rester au pouvoir pendant maintenant 20 ans? Mais à la fin de la journée, il est important qu'on arrête c'est-à-dire de rester, d'être dans ce qu'on va appeler le fantasme ou le fanatisme, et qu'on décide réellement de nous rebeller, mais pas avec les armes. Parce qu'une crise, ça peut être réellement une crise, je veux dire, aujourd'hui, on peut arrêter de travailler en Côte d'Ivoire. On peut arrêter le fonctionnement de la Côte d'Ivoire. On peut se lever, manifester, mais manifester réellement. Nous, on n'en viendra pas avec des armes, parce que nous allons manifester. Et moi, je suis prêt et j'irai en Côte d'Ivoire, même pour cette manifestation, que je sois arrêté ou pas. Pour cette manifestation, pour que nous puissions tous sortir. Sortir, dire non. Et une crise, en réalité, cette manifestation, l'objectif de cette manifestation est de montrer à l'opinion nationale et de montrer à l'opinion internationale que nous sommes face à un tyran, face à un dictateur. Les mots ne sont pas forts. C'est la description. Alassane Ouattara est véritablement en train de créer une crise en Côte d'Ivoire et, comme j'aime le dire, qui vient par l'épée. Non, mais c'est vrai qu'on va arriver au descriptif par ses propres épées. Oui, je viens, c'est vrai. Allons tout doucement parce que c'est vrai qu'on va aller sur le descriptif de tes propos liminaires que tu as eu à prononcer lors des différentes interviews. Le ton, il reste assez martial tout de même, mais je pense que la situation ne s'y prête pas pour le moment, pour qu'on en arrive à cette dérive, on va dire verbale, je dirais ça comme ça. Dérive verbale? Non, ça c'est vous qui le dites, mais je pense qu'aujourd'hui... C'est ma petite parenthèse, mais déjà, le président Laurent Gbagbo, avant la décision de la radiation du président Tidjane Thiam, qui va emmener, on va dire, un rassemblement du PDCI pour le jeudi, le président Laurent Gbagbo, le 12 avril dernier à Dabou, avait dit que le comité central justement du PPACI allait se réunir pour donner un mot d'ordre. Et là, la date est arrêtée, c'est pour le 26 avril. Le 26 avril, donc, le PPACI, au sein de son comité central, va se réunir et donner un mot d'ordre. Selon toi, lorsqu'on parle de ce mot d'ordre, tu penses à quoi? Tu penses à ce soulèvement, à ces manifestations qui seront édictées aux différents partisans des uns et des autres, ou selon toi, quelle couleur cela va prendre? Avant de parler du mot d'ordre du président Laurent Gbagbo, déjà, je pense que ce mot d'ordre concernera le fait qu'ils ne sont pas sur la liste électorale, tout simplement. Ça sera réellement, véritablement, on va dire, à son absence de la liste électorale. Je pense qu'à la dissolution, n'est-ce pas, de la CED, parce que c'est plus la CEI. Là, aujourd'hui, on est face à la CED, et la CED, c'est la commission électorale dépendante. On sait tous que... Je pense que CEI ne devrait plus être prononcé en Côte d'Ivoire. C'est factuel. On sait tous que cette commission électorale est dépendante du pouvoir en place. Donc, la dissolution de la CED. Mais je ne veux pas qu'on se base sur les propos du président Laurent Gbagbo. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de compromis politiques. Je veux dire que, avant même que le mot d'ordre soit lancé par le président Laurent Gbagbo, je pense que nous-mêmes, Ivoiriens, nous devons nous rassembler, nous devons nous réunir, nous devons prendre conscience de, on va dire, de là où le gouvernement actuel essaie de nous emmener. Nous devons nous mobiliser, nous devons prendre les rues, montrer notre mécontentement à ce gouvernement. Nous devons... Mais pas réellement, parce que, vous savez, quand on dit qu'il faut une révolution nationale, quand on dit qu'il faut une mobilisation, quand on dit qu'il faut une protestation, nous devons comprendre que
il est normal de manifester. C'est vrai qu'on n'est pas dans un pays de droit, comme l'a dit Hams. Nous sommes en train d'aller vers un pays de droit, mais c'est un droit pour les Ivoiriens de manifester, de sortir, pas avec des armes. Sûrement, eux, ils viendront avec des armes. Sûrement, ils feront sortir ce fameux bac à verre qui viendra. Donc, selon toi, ces marches devaient être portées par la société civile, c'est ça? Oui, déjà portées par la société civile. Est-ce qu'il y a une réelle société civile en Côte d'Ivoire avec des... Parce qu'on a vu aussi, tout de même, lorsqu'il y a des leaders de société civile, j'en ai vu, Pucherik Balé, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, que ce soit Pucherik Balé ou encore Boga Sako Gervais et autres, il sera aujourd'hui à même de vouloir se mettre devant des manifestations pour se retrouver demain en prison? Vous savez, moi, Lancine, je rentrerai en Côte d'Ivoire. Et je le dis aujourd'hui, sur votre plateau. Je sais qu'il y a des chances que je sois arrêté. Mais je préfère aller en prison que de laisser ce gouvernement-là, on va dire, manifester aux yeux de l'opinion nationale et de l'opinion internationale sa dictature, montrer de la mauvaise foi. Je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Je vais mobiliser la jeunesse. Moi, la jeunesse, nous allons sortir. Nous allons sortir sans des armes. Nous allons sortir, montrer notre mécontentement. Nous allons prendre les rues de la Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Bouaké, à Korogo. Nous allons sortir, montrer à l'opinion nationale et l'opinion internationale que nous sommes fatigués. Mais fatigués déjà de ce jeu, de cette classe politique qui manque de sagesse. Fatigués des erreurs répétées. Parce que là aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est, on va dire, un Guy Robert qu'on revoit. On va dire c'est une stratégie politique de Guy Robert en 2000 qu'on est en train de revoir avec Alassane Ouattara qui veut exclure tout le monde, inciter, on va dire, les populations. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, Guillaume Vergès, c'est réellement exclure toute opposition puissante, plus de 50% de l'électorat, mettre dans le cœur des Ivoiriens, des vrais Ivoiriens, un sentiment de révolte. Ces Ivoiriens se rebellent, mais avec des armes. Et on dit que, écoute, il ne peut pas y avoir d'élection parce que l'opposition a créé une guerre. Ah donc tu penses qu'on peut arriver à une rébellion? Non, je pense que l'opposition, par exemple, peut, on va dire, nous-mêmes Ivoiriens, nous pouvons penser à une mobilisation. Nous-mêmes Ivoiriens, nous pensons à une révolution nationale. Mais nous ne pensons pas à une guerre. Nous ne pensons pas à prendre des armes. Ceux qui prennent les armes, on les connaît. Le président Gbagbo Laurent a été acquitté au niveau de la CPI. On a dit aujourd'hui que le président... Il n'y a pas de preuve. Quand on dit qu'il n'y a pas de preuve pour te condamner, c'est que tu n'es pas condamnable. Alors, il y a des preuves contre qui? Et je pense que c'est pour éviter tout ça que le président Ouattara ne veut pas ce congrès qui est repoussé, etc. Enfin, on va arriver à ça. Voilà. Mais c'est vrai que là, tu as... Sortons, prenons les rues. Jeunesse de Côte d'Ivoire, sortons, prenons les rues. Entrepreneurs, commerçants, ménagères. Moi-même, je serai des vôtres. La diaspora doit se mobiliser. Nous devons sortir, prendre les rues sans les armes et attendre, sortir les mains nues et attendre de voir leur réaction. Est-ce qu'ils comprendront enfin que la Côte d'Ivoire est fatiguée? En tout cas, ce message que tu es en train de lancer, c'est clair que ça aura beaucoup de rélan. Lorsque tu allais lancer peut-être à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, et peut-être des jeunes se diront, voilà, enfin il est là. On espère que tu seras vraiment à l'aéroport puis lancer ce message. Mais j'irai en Côte d'Ivoire, je veux dire que contrairement à ce qu'on croit, je ne vis pas en Europe. J'ai ma résidence en Côte d'Ivoire. J'ai ma famille en Côte d'Ivoire. Je suis ici pour le travail. Je suis directeur général d'une multinationale, mais j'irai en Côte d'Ivoire. Et je sais que on essaiera de m'arrêter. Et à ce moment-là, toute la Côte d'Ivoire verra, en réalité, qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Toute la Côte d'Ivoire verra qu'on est en train d'appliquer une loi à géométrie variable. Pour abonder dans le même sens, la mobilisation, la révolution n'est plus un droit
Et on confirmera donc, comme l'a dit le ministre du gouvernement de Ouattara, qu'on n'est pas dans un pays de droit, qu'on est en train d'aller vers un pays de droit, mais c'est pas évident si on a des dictateurs au pouvoir. Je l'entends. Je l'entends. Enfin, je n'adoube pas ce que tu dis, mais j'entends ce que tu es en train de dire. Pour aller dans la même, dans la droite ligne de ce que tu disais par rapport à ces prises de parole, tu es resté constant. Ce n'est pas ta première interview sur actupeople.net. Tu as fait des interviews qui ont fait vraiment, qui ont eu de grands échos. Est-ce que par rapport à ces prises de parole, tu as reçu des menaces? Alors, pour des menaces, j'en ai reçu. Hein. Je pense que j'ai reçu des menaces de mort. Tu vas mourir comme ton père. J'ai reçu... Mais ce qui m'a le plus choqué, ce ne sont pas les menaces. Ce qui m'a le plus choqué, c'est le chantage émotionnel. Lorsque je reçois un appel, par exemple, d'un membre de ma famille, très proche du pouvoir, un haut gradé de l'armée, qui me dit, Lancine, arrête tes sorties. Arrête tes sorties parce que si nous avons des problèmes aujourd'hui, ça sera à cause de toi. Si on nous ferme des portes aujourd'hui, ça sera à cause de toi. Vous n'imaginez pas la charge émotionnelle qu'on m'envoie. Vous n'imaginez pas, on va dire, ce chantage dans lequel on me met. On essaie de me faire porter une responsabilité personnelle. On privilégie, on va dire, des intérêts personnels, comme le fait le président Ouattara aujourd'hui. Aujourd'hui, il pense à lui. Il pense à ce qui va se passer s'il perd le pouvoir. Donc, se retrouver devant la CPI, etc. Donc, pour ses intérêts personnels, il néglige les intérêts de la collectivité. Et c'est exactement ce qui se passe. Quand on m'appelle, on me dit, oui, si aujourd'hui on nous ferme la porte, ça sera à cause de toi, parce que, donc, arrête de parler, il faut te taire, etc. Justement, ce qu'on fait, malgré toute cette pression émotionnelle, pourquoi tu continues de parler? Je viens. Alors, déjà, ce qu'on essaie de faire, c'est de me faire du chantage émotionnel. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui me choque le plus. En ce qui concerne les commentaires, les mauvais commentaires, tu sais, le maître de scène ne fait pas face au public. Lorsque on va dire, tu as des choristes et que tu es le maître, tu ne fais pas face au public, tu es face à tes choristes. Donc, je ne vais pas m'attarder sur des commentaires négatifs de personnes qui, en réalité, elles-mêmes vivent des situations complexes, vivent réellement dans, on va dire, dans des difficultés et sont dans du fanatisme. Une autre chose, c'est que je vais dire, je ne cède pas, n'est-ce pas, à ce chantage émotionnel parce que... Voilà, c'est ça ma question. Je sais que c'est ça votre question. On a l'impression que la politique est comme la religion. On a cette habitude de la religion en Côte d'Ivoire aujourd'hui et en Afrique généralement est héréditaire. C'est-à-dire que lorsque ton père est musulman, tu te dois d'être musulman. Tout simplement. Et parfois quand tu t'opposes et que tu essaies d'être, tu souhaites être chrétien, on dit non, il ne faut pas le faire, etc. Je n'ai pas de problème avec la religion. Mais je veux qu'on comprenne une chose, c'est que la politique ne peut pas être héréditaire. Je ne suis pas dans du fanatisme. Je ne suis pas dans du suivisme. Je ne suis pas une personne qui va, n'est-ce pas, négliger l'intérêt de la collectivité pour un intérêt personnel. Je ne vais jamais trahir mes convictions, trahir mes valeurs, trahir ma vision pour des raisons de chantage émotionnel ou pour des raisons, on va dire, non, jamais de la vie. Et de ce fait, je ne cède pas à ce chantage émotionnel parce que je ne suis pas une personne qu'on peut manipuler. Je pense que c'est de la manipulation. Et cher oncle, je sais que tu verras cette vidéo, mais je suis désolé. Nos intérêts personnels ne doivent pas être au-dessus des intérêts de la nation. On l'entend bien. Après, ta manière d'aborder ou de répondre aux différentes problématiques qui t'ont soumises, justement, lors des différentes interviews que tu as pu nous accorder, est-ce que tu ne te mets pas à dos une partie de l'opinion tout de même? Monsieur Vergès, je préfère déplaire en disant la vérité que séduire dans la lâcheté. Je pense que personne ne fait l'unanimité. Lorsque le président Laurent Gbagbo est acquitté au niveau d'une cour pénale internationale et qu'en Côte d'Ivoire on dit qu'il est coupable d'un délit, enfin je veux dire, voilà, il ne fait pas l'unanimité. Donc je veux dire, aujourd'hui, je pense que ceux-là même on va dire, qui se placent comme des adversaires ou comme
ils deviendront finalement des alliés parce qu'ils n'ont pas encore compris que nous sommes en train de réellement travailler dans le sens de l'intérêt général. Ils pensent que c'est véritablement parce que non, aujourd'hui nous sommes réellement en train de travailler dans le sens de l'intérêt général. Quand une personne, par exemple, ceux-là que vous décrivez comme des personnes qui, on va dire, je vais mettre à dos certaines personnes, mais ces personnes-là aujourd'hui, c'est quoi leur réalité? Aujourd'hui, je pense que ces jeunes ivoiriens, généralement malinqués, nordistes, etc., vivent des réalités. Ils doivent penser à leur famille, ils doivent penser à leur mère, à leur père, qui traversent des situations complexes et sortis du fanatisme, sortis de ces histoires de oui, on va suivre parce que voilà, c'est... Nous devons sortir du tribalisme, comme j'ai pu le Mais dire. est-ce que les mots pour décrire justement toutes ces situations, est-ce que les mots que tu emploies ne sont-ils pas assez durs tout de même? Vous pouvez me donner un mot dur que j'ai pu prononcer tout à l'heure? Je pense Non. que lorsque c'est la destruction, il faut mettre les mots sur les mots, tout simplement. Il faut dire la vérité. Et dire la vérité peut faire mal. Mais tant que c'est la vérité, il n'y a pas de problème. Je préfère en tout cas être, on va dire, ne pas être aimé par une minorité pour la vérité que de chercher à plaire à tout le monde en faisant preuve de lâcheté, en essayant de suivre la masse, en essayant de privilégier mes intérêts personnels. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de quelque chose de sérieux. Et ce qui me fait mal, c'est réellement, on va dire, se laisser aller qu'on ressent aujourd'hui. Nous ne nous rendons pas compte que les décisions prises aujourd'hui peuvent impacter notre avenir. Lorsqu'on décide de rester dans la médiocrité, de rester dans la drogue, de rester dans l'endormissement de conscience, de rester dans, on va dire, dans la dictature, on néglige notre avenir et l'avenir de nos enfants. Tout simplement. Mais je vous le dis, Vergès, le président Alassane Ouattara est en train de préparer une crise en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens vont lui montrer réellement qu'ils sont fatigués, tout simplement. Là, tu as parlé du président Alassane Ouattara. Le congrès du RHDP a été donc décalé. C'était prévu, je crois, le 5 mai. Là, c'est finalement au mois de juin. Tu t'attends à quoi lors de ces assises par rapport à la convention du RHDP? Déjà, la première question même, je pense, c'est de savoir pourquoi est-ce que ça a été décalé. Bon, après, je ne sais pas s'il y a eu un communiqué officiel qui donnait une date précise, mais je pense qu'on s'attendait tous à ce que, voilà, et ça a été décalé. Mais ça a été décalé pourquoi? Ça a été décalé parce que le président Alassane Ouattara est quelqu'un de très malin. Je pense que on peut lui reconnaître ça au moins. On peut reconnaître au président Ouattara d'être quelqu'un de très malin. Et malin pourquoi? Malin parce qu'aujourd'hui, personne ne sait qui est le futur candidat. Ne sachant pas qui est le futur candidat, on exclut tous ceux-là qui peuvent être des adversaires de taille. On prépare une crise. On révolte les populations. On emmène les populations à se rébeller, à sortir dans les rues. On sort avec nos armes comme on a l'habitude de le faire. Et par la suite, on accuse l'opposition d'avoir, n'est-ce pas, créé une guerre en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps... Lorsque tu parles d'armes, il faut bien rectifier. Non, je veux dire que eux ils sortent avec leurs armes. Donc, par rapport à la convention du RHDP, selon toi, qu'est-ce qu'on doit... Donc, la première question, c'est réellement pourquoi est-ce qu'elle a été décalée. Je ne sais pas s'il y a eu un communiqué donnant la date exacte, mais on s'attendait tous à ce qu'elle sorte à cette date-là. Et donc, être décalé comme ça, ce n'est pas anodin pour un parti aussi structuré que le RHDP. Donc, il y a plusieurs, on va dire, cas de figure qui s'offrent à nous. Je pense que déjà... Le constat, il est là. Le président Alassane Ouattara essaie de gagner du temps. Tout simplement. Gagner du temps et, on va dire, éliminer tous ceux-là qui sont des opposants, on va dire, qui ont une certaine notoriété, révolter les foules, révolter la Côte d'Ivoire, faire en sorte que l'opposition, on va dire, galvanise sa jeunesse, etc., que la population ivoirienne même se révolte, qu'on sorte dans les rues, qu'on manifeste sans armes, comme par coutume, et que par derrière, il y a un réseau, n'est-ce pas, de bacs à verre, etc., qui apparaît avec des armes et tout, et qui crée des meurtres, des crimes, et qu'on mette ça sur l'opposition. Tout ça pourquoi? Parce qu'il sait
que être encore candidat pour un 4e mandat, c'est quand même assez fort. Même si on va venir nous parler de 2e mandat de la 3e République. Ça, c'est le premier cas de figure. Le second cas de figure, c'est qu'aujourd'hui, s'il n'est pas candidat lui-même, il faut un successeur. Mais qui osera se mettre en face du président Alassane Ouattara? Regardez par exemple le ministre Adjoumani, à qui on demande s'il souhaite être candidat, s'il a des ambitions présidentielles. Il s'est plié en 4. Pour lui, c'était un blasphème de dire ça. Et ça démontre en fait on va dire, c'est verrouillé au RHDP. Mais si par... c'est juste peut-être par éthique et par loyauté aussi à leur président. Oui, mais quand on aime une personne, on lui dit la vérité. Je pense que si le président Ouattara était bien entouré... Parce que tu sais, je n'ai aucun problème avec le président Alassane Ouattara. Hein. J'ai un problème avec sa politique de gestion, sa façon de diriger la Côte d'Ivoire, mais c'est un humain. On aime les humains, tout simplement. Si aujourd'hui le président Ouattara fait preuve de bonne foi et de sagesse, je pense que on se dira, ok, il n'y a pas de problème. Au moins, il a fait preuve de bonne foi et de sagesse, comme l'a fait le président Laurent Gbagbo, etc., en 2005, 2010, n'est-ce pas, pour sa nationalité, etc. Je pense que aujourd'hui, il est très mal entouré. Tout simplement, on ne lui dit pas la vérité. Adjoumani qui se plie en 4, parce qu'il a peur en réalité. Tous ceux qui ont, on va dire, essayé d'être des successeurs du président Alassane Ouattara au sein du RHDP, on a vu la suite. On a vu Ahmed Bakayoko. On a vu Amadou Gon Coulibaly. On a vu Soro Guillaume qui aujourd'hui est exilé, qui n'est pas loin de la Côte d'Ivoire. Et là, ça doit, je pense que, bon, je me dis qu'il n'est pas loin de nous délivrer de, on va dire, celui-là qui nous a, enfin, parce que c'est grâce à lui que le président Alassane Ouattara aujourd'hui est au pouvoir, d'après ce qu'on dit. Donc je pense qu'il n'est pas loin en tout cas de, et voilà, je pense qu'au niveau du RHDP, on sait qu'un enfant de la Côte d'Ivoire vient en Côte d'Ivoire. Tout simplement. Bah, tu as touché le sujet parce qu'on allait aborder. Et donc, je pense qu'au niveau du RHDP, oui, au niveau du RHDP, il y a sûrement une succession et encore Big Togo. Aujourd'hui, vous voyez le cas Big Togo. Nous voyons tous aujourd'hui à quel point Big Togo est pointé du doigt. Parce qu'il a osé se positionner comme successeur au dictateur Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara aujourd'hui est une personne à craindre. Et je pense qu'on ne peut pas vivre dans un pays avec une personne à craindre. Tout simplement. Voilà. C'est un peu ce que je veux dire. Je pense que ça a été décalé pour ces raisons-là. Voilà. Outre les crises en interne qui pourraient éventuellement survenir au sein du RHDP, tu as touché un sujet tout à l'heure et ça allait être un point qu'on allait aborder. La présence du moins du président Guillaume Soro au Ghana, ça t'inspire quoi, toi? Je dis que c'est à l'approche du combat que le samouraï acquiert la sérénité. Le président Guillaume Soro aujourd'hui est très serein. Je pense qu'il a déjà montré que ce mandat d'arrêt international du président Alassane Ouattara n'a réellement aucun effet. En réalité, il est là, il est en Côte d'Ivoire. Ce qui me fait mal... Il est au Ghana, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Bon, peut-être qu'il est déjà en Côte d'Ivoire, on le connaît. Il est partout. Mais ce qui me... Tu dois connaître des agendas cachés, toi. Non, pas du tout. Je le dis comme ça, mais je veux dire que le président Guillaume Soro aujourd'hui est en Afrique. Oui, celui-là contre qui il y a un mandat d'arrêt international. Ça démontre de son réseau. Il a un réseau fort. Il est en Afrique. Mais il se réjouit. On a vu la joie à l'animer au Ghana. Ce qui me fait mal, c'est que les fils de Côte d'Ivoire se réjouissent hors de la Côte d'Ivoire, mais sur le continent africain. C'est ce qui me fait mal. Je pense que le président Ouattara aujourd'hui doit faire preuve de sagesse, de bon sens et rassembler, n'est-ce pas, les enfants de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà. Et je pense également que c'est une démonstration de force du président Soro Guillaume qui, je pense, remettra les choses en place. Tout simplement. Il va l'enlever s'il le veut. Et tu penses que la Côte d'Ivoire aurait besoin de ça? Non, je pense juste que nous avons... Vous savez, je ne suis pas dans une logique de guerre. Je ne suis pas dans une logique de oui, il faudrait qu'on puisse prendre les armes. Je ne suis pas Alassane Ouattara.
Je pense qu'il a lui-même dit, je vais faire tomber ce pouvoir, etc. Enfin voilà, je ferai tout pour rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, etc. Des propos qu'il a pu tenir. Je ne suis pas Alassane Ouattara. Ce que je dis, c'est qu'il faut une opposition unie. Ce que je dis, c'est qu'il faut que tous ces acteurs de la politique ivoirienne qui ont été mis sur le côté se rassemblent. Qu'on ait un Tidiane Thiam, un Laurent Gbagbo, un Charles Blé Goudé, un Guillaume Soro, unis face à un dictateur. C'est la Côte d'Ivoire face à un monsieur, face à un individu. C'est ce que je dis. Est-ce que selon toi, cette union de l'opposition, elle est perceptible aujourd'hui? Est-ce qu'elle est faisable? Est-ce qu'elle sera réalisable? Je pense que de mon expérience de directeur de multinationale, la ressource la plus complexe à manager, à diriger, c'est les ressources humaines. Je pense qu'il peut avoir parfois on va dire, on se fâche un peu, voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà le cap, n'est-ce pas, avec Simone Gbagbo et les autres, Tidiane Thiam, etc. Mais je sens une opposition ferme, une opposition qui, une opposition qui est très ferme, qui se doit de prôner l'union et travailler dans la discipline. Elle se doit de prôner l'union. Tu l'as dit, mais c'est pas derrière. C'est pas ce qu'on voit en réalité. Mettre le travail en place, tout simplement. On se doit d'avoir une opposition unie, mais c'est pas ce qu'on voit en la réalité. Pourquoi? Parce que je te dis, voilà un petit point d'achoppement. Hier, nous sommes aujourd'hui le mercredi 23 avril 2025. Hier, mardi 22 avril 2025, lorsque la décision de justice emmène à radier le président Tidiane Thiam de la liste électorale et qu'il fait sa prise de parole, il parle justement d'un sondage qu'il aurait commandé, qui le met vainqueur de l'élection et avec au second tour même le président Alassane Ouattara face à lui et qu'il bat. Et ça a montré quelques signes de discordance au sein de l'opposition parce qu'on a vu, même si ce n'a pas été officiel, on a vu des bras séculiers de l'opposition faire des publications sur les réseaux sociaux qui ébranlent aujourd'hui. Est-ce que tu penses que là, l'opposition ivoirienne ne montre pas des signes, on va dire, de fissure? Je pense qu'il faut qu'on sorte des émotions. Déjà, c'est ce que je pense. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu, on a dit, des militants se plaindre de ce qu'a dit le président Tidiane Thiam. Mais qui pointera son village, comme on le dit, avec la main gauche? Je veux dire que vous attendiez à voir un Tidiane Thiam qui vienne prendre la parole et qui, on va dire, non. Le président Tidiane Thiam ne viendra jamais dire que je suis deuxième, etc. Je suis troisième. Chacun essaie de montrer qu'il est leader, tout simplement. On est dans le jeu politique. Donc, comme j'ai dit, la ressource humaine est on va dire, la ressource la plus complexe à manager, mais franchement, je pense qu'il faut qu'on sorte des émotions et qu'on se rende compte qu'on a un PPACI fort avec Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, qui est très connu, qui est très fort, mais qui a été exclu. On a un PDCI avec le président Tidiane Thiam, qui est fort, qui est jeune, qui, n'est-ce pas, est frais, et qui est ambitieux, et qui est brillant. On a le COGEP avec un Charles Blé Goudé, qui a encore sa fougue. On a le GPS avec le président Guillaume Soro, qui fait vraiment peur au pouvoir de Ouattara, et qui est, on va dire, un leader du nord de la Côte d'Ivoire. On a des dirigeants forts de l'opposition exclus. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et donc, cette opposition rassemblée, unie pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Mais n'oublions pas qu'il est important qu'il y ait du renouveau sur la scène politique. N'oublions pas qu'il est important qu'on donne une place à la jeunesse. Que la jeunesse fasse son entrée. Et c'est pour ça que j'invite toute la jeunesse ivoirienne à s'intéresser à la vie politique. J'invite toute la jeunesse ivoirienne à s'intéresser à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je ne dirais pas comme
n'est-ce pas, Charles Blé Goudé, si vous dormez, arrêtez de dormir. Je dirais juste à la jeunesse ivoirienne de prendre son avenir en main, car c'est ensemble qu'on peut changer les choses. Et parfois, il faut montrer un mécontentement, mais très mesuré, sans les armes. Si eux, ils prennent les armes, c'est leur problème. Nous sortons, nous manifestons, parce que nous sommes fatigués. Nous voulons montrer à l'opinion nationale et à l'opinion internationale que nous voulons le changement en Côte d'Ivoire. Et ce changement-là, je pense que vous êtes sûr avec moi que ce ne sera pas avec Alassane Ouattara. Lorsqu'on voit tes opinions, elles rejoignent fortement celles de l'opposition. C'est quoi ton positionnement aujourd'hui sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire? Tu es président d'un mouvement citoyen, mais tes prises de parole, forcément, elles ont une forte senteur des mêmes thématiques, des mêmes problématiques, enfin, des schémas qui sont développés par les leaders de l'opposition. C'est quoi ton positionnement? Aujourd'hui, je suis jeune. Je pense au renouvellement de la classe politique. Je ne suis pas à la recherche d'un poste. Je ne suis pas à la recherche d'une faveur particulière. Je suis à la recherche d'une Côte d'Ivoire nouvelle, avec une classe politique renouvelée. Je suis à la recherche de la justice. Je suis à la recherche de la stabilité. L'avenir décidera de ma direction. Le plus urgent, ce n'est même pas mes intérêts personnels, c'est la collectivité, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ça le plus important. Donc tes prises de parole répondent d'un chronogramme qui est de pouvoir, toi en tant que citoyen ivoirien, de t'exprimer, de dire voici ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire. C'est un peu ça en fait ta directive. Au-delà de ça, nous sommes déjà en politique, comme je l'ai dit. Je pense que nous devons nous rendre compte que nous avons les ressources nécessaires en Côte d'Ivoire, des ressources humaines pour donner un nouveau visage à la Côte d'Ivoire. Un visage de splendeur, un visage loin de la corruption, un visage loin des manipulations, loin de l'endormissement de conscience, un visage loin de tous ces fléaux aujourd'hui qui gangrènent la Côte d'Ivoire. Il est important que nous ayons un renouvellement de la classe politique. Il est important que la jeunesse ivoirienne soit aux affaires. Il est important que l'Ivoirien soit brandi au niveau de l'échelle mondiale. Il est important. Il est important que nous changeons les choses, tout simplement. C'est vrai que tu dépeins pas mal de mots qui gangrènent la société ivoirienne, mais tout de même, en 15 ans, sous le président Alassane Ouattara, beaucoup de belles choses ont été faites tout de même. Pourquoi est-ce que très souvent, ces choses ne les mettent pas en avant? Vous savez, comme je l'ai dit, je n'ai pas de problème avec le président Alassane Ouattara. Ce n'est pas un problème personnel que j'ai avec lui. Pas du tout. J'ai entendu certains dire qu'on lui a refusé, on a dit un poste au pouvoir et c'est pour ça qu'il se rebelle, des choses dans le genre. Les gens disent beaucoup de choses. Mais j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai mené des actions. J'ai dépensé plus d'une centaine de millions dans le mouvement citoyen Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle. Ce n'était pas des subventions. Comprenez ce que je veux dire? Ce n'était aucunement des subventions. À un moment donné, il faut comprendre que la Côte d'Ivoire elle-même a besoin de changement. Je veux dire, même les produits ont une date de péremption. Il est bien de faire des ponts, mais ceux qui marchent, ceux qui n'est-ce pas, on va dire, qui vont sur ces ponts-là, quand ils ont faim, ça ne sert à rien, en réalité. Il est bien de faire croire, par exemple, qu'on a construit des hôpitaux, des universités, et que aux sorties des universités, c'est que du chômage. Lorsqu'on construit des hôpitaux et que pour aller, n'est-ce pas, on fait croire que tout est gratuit et que des femmes meurent à l'hôpital par manque de moyens. Regardez les CHU aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est sous la gouvernance du président Alassane Ouattara. Mais, je veux dire, combien de personnes perdent la vie aujourd'hui dans des CHU parce qu'ils n'ont pas les moyens? Est-ce que vous vous êtes déjà rendu dans un CHU de Trècheville-Yopougon? Est-ce que vous voyez des personnes, des parents par terre, dehors? Ah, tu es autant peiné par la situation de la Côte d'Ivoire jusqu'à ce point? Je vois une once d'émotion qui se dégage là, c'est fort quand même. Vous savez, nous avons besoin de changement. Nous avons besoin de sortir de l'illusion. Lorsque nous voyons des jeunes aujourd'hui
qu'on brandit pour la médiocrité, lorsque nous voyons la destruction, les ravages de la drogue sur la jeunesse, lorsque nous voyons des détenus qui depuis 5-10 années ne sont pas jugés, sont en cabinet, sans procès, lorsque nous voyons un dirigeant qui exclut plus de 50% de l'électorat, lorsque nous voyons un dirigeant qui essaie c'est-à-dire que de mettre dans le cœur des Ivoiriens un découragement. Aujourd'hui, personne ne croit en la loi en Côte d'Ivoire. Il y en a même qui disent, oui, rentre en Côte d'Ivoire, on va faire la mobilisation ensemble. Mais ils savent que si je rentre en Côte d'Ivoire aujourd'hui, je serai arrêté. Et je n'ai pas peur de rentrer en Côte d'Ivoire. J'ai un mental de spartiate. Il n'y a aucune place pour pour la crainte. J'ai pas peur, moi. Pas du tout. Mais aujourd'hui, on n'a plus foi aux institutions. Tu parles, tu déranges, tu es intelligent, on t'enferme. Tu peux ne pas être jugé. Et le gouvernement dira c'est la justice qui va régler, il faut régler ça, la justice, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Je pense que nous sommes déçus des 15 ans de mandat du président Alassane Ouattara. Mais est-ce que tu penses qu'il y a encore de l'espoir tout de même pour que les choses changent? Oui, il y a de l'espoir si nous avons, on va dire, mon espoir aujourd'hui se situe à l'endroit de la jeunesse. Je veux dire que moi aujourd'hui, j'espère que la jeunesse ivoirienne entendra ce message et sortira. J'espère que l'opposition entrera dans cette logique et incitera, n'est-ce pas, les militants à sortir dans les rues, à manifester, à se mobiliser, à appeler à une révolution nationale, mais sans les armes. On n'a pas besoin de prendre des armes pour montrer un mécontentement. On peut arrêter de travailler en Côte d'Ivoire. Mais outre cela, tu as dit tout à l'heure, le président Alassane Ouattara, c'est vrai que là, on ne connaît pas son agenda. Mais je l'ai dit une fois sur le plateau lorsque je t'ai reçu justement en interview, je dis au mois de mai, certainement qu'il dira qu'il n'est plus candidat. Au mois de juin, certainement aussi qu'il dira, parce que c'est au mois de juin, fin juin, je crois qu'on aura la liste définitive pour la liste électorale. Et c'est au mois d'août qu'on aura les candidatures. Mais avant octobre, beaucoup de choses peuvent changer. Est-ce que là, il ne faut pas faire amende honorable au président de la République, de sorte à savoir que peut-être ces grognements quelque part lui parviennent et qu'il va pouvoir redresser les choses? Non, on espère tous que le président Alassane Ouattara prenne conscience de ce qu'il est en train de faire ou ce qu'on est en train de l'emmener à faire. Parce que je me dis qu'il n'est sûrement pas responsable de ce qui se passe. Je pense qu'il a sûrement, il est sûrement en train de respecter certaines de ses obligations. Peut-être que c'est pas par volonté qu'il entraîne le pays vers une crise. Donc j'espère qu'il va se réveiller. Mais pendant ce temps, nous, le plus important, c'est que le président Tidiane Thiam, le président Gbagbo Laurent, Guillaume Soro, etc., soient sur la liste électorale. Le plus important, c'est que les Ivoiriens ne soient pas chassés de leur pays comme on le voit. Le plus important, c'est que le président Ouattara se souvienne de 2010 ou de 2005, où il a été mentionné, pendant qu'il y avait un doute sur sa nationalité. Je pense que celui-là même qui dit qu'il est le rassemblement des oufouettistes, etc., doit penser au président Houphouët-Boigny. Lorsqu'on s'est réunis soi-même, c'est compliqué. Tout simplement. Le salut de la Côte d'Ivoire pourrait-il venir des institutions internationales? On a vu une mission de l'ONU en Côte d'Ivoire récemment. Qu'est-ce que toi tu attends des résultats de ces consultations, de ces différentes consultations qui ont été faites et avec le pouvoir en place et avec les opposants? Je pense vraiment que en 2010, l'ONU était en Côte d'Ivoire, déjà. Ça n'a pas empêché qu'il y ait plus de 3000 morts. Je pense que jusqu'à présent, on n'a pas encore vu de communiqué de l'ONU statuant sur la raison de sa venue, sa véritable raison en Côte d'Ivoire. Si nous avions, on va dire, un communiqué où on entend bien, où on voit bien que l'ONU est venue en Côte d'Ivoire pour parler au président Alassane Ouattara, lui demander de faire en sorte, et suite même à l'intervention de l'ONU, on va dire, pour vous citer, en Côte d'Ivoire,
Le président Tidjane Thiam vient d'être écarté de la liste électorale. Vous comprenez donc aisément que l'ONU peut peut-être essayer d'arrondir les bords, mais si les responsables eux-mêmes ne sont pas prêts au dialogue, ça finira en catastrophe. Tout simplement. Ce ne sont pas des souhaits, ce sont des craintes. Ce sont réellement des craintes. Je pense aujourd'hui que Bon, ce que je retiens de le pouvoir se trouve dans la manifestation, dehors, dans la mobilisation, dans la révolution nationale. C'est ce que je pense. En tout cas, moi, ce que je retiens de toutes ces interviews que tu nous as accordées jusque-là, je vois le cri de cœur d'un jeune, je vois le cri de cœur d'un leader qui refuse de se taire pour des convictions fortes et qui refuse de se taire parce qu'il veut prévenir, il veut parler. Je vois le cri de cœur d'un jeune aujourd'hui qui a mal pour cette Côte d'Ivoire qu'il a vu naître. Et ça fera en l'espace de quelques mois la troisième interview que tu nous accordes. Si tu as un message très très fort à faire passer sur le plateau d'ActuPeople.net, encore une fois de plus, tu as la caméra de Arnaud. Tu pourras faire passer ton message. Et on espère en tout cas que tu auras joué ta partition à bien niveau en dénonçant, en faisant des propositions et aussi voir que les choses changent. Parce que tout ce que les Ivoiriens souhaitent dans leur majorité, c'est qu'on préserve ce climat de paix. Et que voilà, pour certains, s'il y a lieu que les choses changent, que les choses changent. Si tu as un message... Chers Ivoiriens, le pays vous appelle. Et si le pays vous appelle, ça ne veut pas dire de venir avec les armes à la main. Ça veut dire de venir montrer que vous êtes fiers d'être Ivoirien et que vous croyez en la Côte d'Ivoire et en son avenir. Chère jeunesse de Côte d'Ivoire, chère mère, cher père, il est temps de se mettre debout. Il est temps de sortir dans les rues. Il est temps de se mobiliser pour la vérité, pour la justice, pour l'égalité. Je serai en Côte d'Ivoire, à vos côtés. Nous sortirons, nous allons manifester, nous allons montrer à l'opinion nationale, à l'opinion internationale que nous sommes fatigués. Chers leaders politiques de l'opposition, montrez-nous l'union. Montrez-nous que c'est ensemble qu'on est plus fort. Cher président de la République, au nom de la transparence, faites preuve, pour une fois, de bonne foi. Évitez, encore une fois, de plonger la Côte d'Ivoire dans un climat de chaos, dans un climat de crise. Il est temps de construire une Côte d'Ivoire nouvelle. Une Côte d'Ivoire nouvelle avec une jeunesse actrice de son développement. Une Côte d'Ivoire où nous valoriserons l'excellence. Une Côte d'Ivoire où nous ferons en sorte que l'éducation soit gratuite jusqu'au CP. Où nous donnerons la possibilité aux meilleurs étudiants de recevoir des bourses d'études. Une Côte d'Ivoire où nous n'allons plus privatiser des secteurs d'activité. Il est temps que nous nous mobilisions, que nous nous lèvons, que nous transformions ensemble, main dans la main, dans l'union et dans la cohésion, la Côte d'Ivoire qui nous est chère. Ce n'est pas un combat singulier, c'est un combat commun. C'est ensemble que nous sommes plus forts, c'est ensemble, main dans la main, dans l'union et dans la cohésion, que nous réussirons à construire une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire équitable, une Côte d'Ivoire de méritocratie. Une Côte d'Ivoire nouvelle avec une jeunesse actrice de son développement. Nous prions pour le renouvellement de la classe politique. Merci à vous. Merci, monsieur Lansing Coulibaly. ActuPeople.net recevait donc sur son plateau Lansing Coulibaly, président du mouvement citoyen Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle. C'est de la pluralité des opinions que s'enrichit donc un pays.
et c'est ce qui enrichit le débat. L'ancien Bon Coulibaly a accepté plus d'une fois d'être sur notre plateau, histoire de faire partager ses opinions. On peut les partager, on peut être d'accord avec ou non, mais une chose est sûre, il assume ses opinions. Et je pense que vous avez pris plaisir à suivre cette interview, que moi j'ai pris plaisir à conduire. Merci pour la force que vous nous donnez sur actupeople.net. Que Dieu vous bénisse. C'était Guillaume Vergès. À très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup. Merci Guillaume.